Et si une bonne partie de ce que l'on pense savoir sur l'insuffisance respiratoire sévère reposait en fait sur une idée fausse? C'est une question un peu provocatrice, je sais, mais aujourd'hui on va explorer une approche mécanique, oui mécanique, qui vient complètement remettre en question ce dogme de la destruction irréversible des poumons. On appelle ça l'effet Lazare, et c'est, en quelque sorte, une véritable renaissance. Alors, avant de plonger dans le comment, il faut bien comprendre le pourquoi. Pour saisir la révolution que représente cette idée de renaissance mécanique, il faut d'abord s'attaquer à un mythe, une croyance vraiment bien ancrée sur la maladie pulmonaire. Voilà, tout le changement de perspective est résumé ici. D'un côté, à gauche, on a la vision classique, un peu fataliste. Les poumons, c'est un tissu détruit, fibrosé, irrécupérable, point final. Et puis à droite, on a une toute autre histoire, beaucoup plus optimiste. L'idée, ce n'est pas de la destruction, non, c'est de l'obstruction, une énorme différence. Ça veut dire que les alvéoles, ces petits sacs d'air, ne sont pas mortes, elles sont juste bloquées, endormies en quelque sorte. Et ça change tout. Parce que si elles ne font que dormir, eh bien, ça veut dire qu'on peut les réveiller. Cette analogie, elle est juste parfaite. C'est comme si on avait un moteur encrassé. On ne pense pas le jeter, on le nettoie. Ici, c'est pareil. Il ne s'agit pas de reconstruire un moteur cassé, mais de gratter cette couche de calamine pour retrouver sa puissance d'origine. On ne répare rien, on libère un espace qui a toujours été là, mais qui était juste inaccessible. Donc, on change complètement de terrain de jeu, on quitte le domaine de la biologie, qui peut sembler une bataille perdue d'avance, pour entrer dans celui de la mécanique. Et la bonne nouvelle avec un problème mécanique, c'est qu'il y a souvent une solution mécanique. Le nom scientifique de ce phénomène, c'est l'atelectasie. Pour se faire une image, c'est un peu comme si des milliers de tout petits ballons, les alvéoles, étaient complètement collés les uns aux autres par une sorte de vieille résine qui a durci avec le temps. Ils sont là, intacts, mais en sommeil forcé, incapables de se gonfler, incapables de participer à la respiration. Mais, et c'est le point clé, ils ne sont pas détruits, ils attendent. Et la solution, elle est là. C'est cet appareil, la VNI, la ventilation non invasive. Normalement, c'est un masque qui aide à respirer en envoyant de l'air avec une légère pression. Mais ici, on va le détourner de son usage habituel. On va le transformer en un outil de force, un véritable cric pneumatique. L'idée, c'est d'utiliser la puissance de l'air pur pour venir littéralement fracturer et décoller ces sédiments durcis. Et c'est là que le rôle du patient bascule complètement. On passe d'un état passif, où on reçoit de l'oxygène en espérant que ça aide, à un rôle totalement actif. Le patient devient le pilote de sa propre machine, le commandant de son flux d'air pour aller reconquérir centimètre par centimètre son propre territoire pulmonaire. Bon, devenir le pilote de son souffle, l'idée est belle. Mais concrètement, comment ça marche? Quelles sont les manettes de ce fameux cric pneumatique? Entrons un peu dans la mécanique pure et dure de la méthode. Alors, tout se joue en 3 temps. C'est la méthode du souffler/aspirer. D'abord, phase 1, l'insufflation. La machine envoie une pression d'air qui va s'infiltrer partout et surtout derrière les bouchons de sécrétion. Ensuite, phase 2, le décollement. L'air, maintenant piégé derrière le bouchon, va exercer une pression et, crac, il le fracture. Et enfin, phase 3, l'expiration. La pression de la machine chute d'un coup, ce qui crée un effet d'aspiration et hop, les débris sont expulsés. C'est de la physique pure et simple. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est que ce n'est pas une approche à l'aveugle. Pas du tout. C'est un travail de précision. Le patient apprend à faire ce qu'on appelle de l'écoute active. C'est-à-dire qu'il écoute les sifflements, les craquements dans ses propres poumons pour repérer les cibles, pour savoir exactement où diriger l'effort. Fini l'atout aléatoire qui épuise pour rien. Chaque effort est une frappe ciblée, chirurgicale, pour maximiser l'effet de la moindre calorie dépensée. On a vu l'efficacité, la précision, mais il faut être très clair. Ce processus est une véritable épreuve, un marathon physique et mental. C'est l'équivalent d'une grosse opération chirurgicale, mais qu'on s'inflige à soi-même. C'est là qu'on touche à un paradoxe très important, surtout pour les proches. De l'extérieur, ce qu'on voit peut faire peur. Un épuisement extrême, le matériel qui se bouche constamment, on pourrait croire à une aggravation. Mais en réalité, c'est tout l'inverse. Ces signes sont la preuve que la bataille est en train d'être gagnée. Ce ne sont pas des signaux d'alarme, ce sont les trophées d'une convalescence victorieuse. Ces deux images illustrent parfaitement ce paradoxe. La batterie complètement à plat, ce n'est pas un signe d'échec, c'est le corps qui est en pleine recalibration, qui s'adapte à sa nouvelle configuration. Et le tuyau d'oxygène qui se bouche, c'est peut-être le meilleur signe clinique possible. Ça veut dire que ça sort, que la purge finale est en cours. C'est le bruit et la poussière d'un chantier qui se termine bien. D'accord, l'épreuve est rude, mais le jeu en vaut-il la chandelle? Quels sont les résultats concrets de cette renaissance? Regardons les chiffres, la preuve factuelle de cette remise à niveau du système.
Eh bien, les chiffres sont sans appel. Pour l'oxygène en journée, on passe de 2,5 litres par minute à moins d'1 litre. C'est une division par presque 3. La nuit, de 3,5 à 2 litres. C'est la preuve mathématique que les territoires pulmonaires qu'on a réveillés sont de nouveau opérationnels et font leur travail. Et ce n'est pas tout. Au-delà de la baisse des besoins en oxygène, c'est tout le système qui se stabilise. La saturation en oxygène dans le sang se maintient à un excellent niveau de 95-96% au repos, mais surtout, le corps retrouve une capacité de récupération après l'effort qu'il avait totalement perdue. C'est une amélioration fondamentale de toute la machine. Cette phrase, issue d'une correspondance médicale, résume tout. Ce n'est pas juste un petit pansement, un bricolage temporaire. C'est une mise à jour complète du système, à la fois logiciel, le corps réapprend à gérer son oxygène, et matériel. Les tuyaux sont débouchés. C'est un redémarrage complet. La question qui vient tout de suite, évidemment, c'est est-ce que ça dure? Comment fait-on pour protéger ce nouveau palier, ce nouveau souffle si chèrement acquis? Pour y arriver et surtout pour y rester, il faut absolument aligner 3 piliers. D'abord, la force mécanique de la VNI, l'outil. Ensuite, un soutien pharmacologique, souvent pour gérer l'anxiété que génère un tel effort et tenir sur la durée. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, l'engagement total du patient, sa volonté de faire. Sans l'un de ces 3 piliers, l'édifice s'écroule. Mais quand ces 3 piliers sont solides, les résultats sont là. Les statistiques montrent que 80% des personnes qui réussissent ce processus maintiennent leurs acquis. À une seule condition, mais elle est non négociable. Une hygiène bronchique absolument irréprochable. Il ne s'agit donc pas d'une guérison miracle. C'est un nouveau point de départ, un plateau qu'il faut défendre chaque jour. Comment? Avec des lavages de nez quotidiens, une utilisation rigoureuse de la VNI la nuit et surtout une réactivité immédiate. Au moindre signe d'encombrement, on déclenche le drainage mécanique. L'ennemi numéro 1, c'est la banale bronchite, l'infection qui viendrait tout reboucher et anéantir des semaines d'efforts. L'idée essentielle à retenir, c'est celle-ci. La maladie de fond, elle, est toujours présente. Mais tout cet espace vital qui était encombré, inutilisé pour rien, a été reconquis. Et regagner 20 ou 30% de sa fonction pulmonaire, c'est la différence entre subir la maladie et reprendre un certain contrôle sur sa vie. Et on termine avec cette question qui va bien au-delà des poumons. Finalement, la vraie limite. Est-ce la maladie elle-même, avec son verdict biologique, soi-disant irréversible, ou bien est-ce que la limite se situe dans les outils, les approches et les mécaniques que l'on choisit, ou pas, pour la combattre? C'est une réflexion qui ouvre des perspectives assez vertigineuses.